Et si je vous disais qu'il existe une graine qui contient plus de protéines que le bœuf, qui pousse sous une chaleur extrême, qui survit avec presque pas d'eau, et qui a permis aux civilisations du désert de survivre pendant 5000 ans? Et si je vous disais qu'au moment même où le monde avait le plus besoin d'elle, nous l'avons effacée? Ce n'était pas un hasard. C'était un choix délibéré. Pendant des millénaires, cette graine a nourri les populations des déserts les plus extrêmes de la planète. Puis, en moins d'un siècle, elle a été supplantée par des cultures dépendantes de l'eau, des engrais et des circuits courts mondiaux. Son nom a disparu des menus. Ses champs ont été abandonnés. Mais quelque chose est resté en sommeil dans la terre. Elle n'est pas morte, on l'a oubliée. Voici l'histoire de la culture que nous avons abandonnée avant même d'en avoir à nouveau besoin. Les archives underground. Tout commence dans la vallée de Tehuacan, au Mexique. Des fouilles archéologiques ont mis au jour des graines parfaitement conservées pendant plus de 2500 ans dans des silos souterrains. Des analyses génétiques réalisées en 2021 ont révélé un fait impressionnant. Cette plante a été domestiquée il y a environ 5000 ans, à l'issue d'un unique et sophistiqué processus de sélection au cœur du désert de Sonora. Les peuples qui l'ont domestiquée ne disposaient ni d'écriture alphabétique, ni d'irrigation moderne, ni d'engrais chimiques, mais ils possédaient quelque chose que l'agriculture industrielle moderne a complètement perdu, un critère de survie. Lorsque l'échec signifiait la mort par inanition, la sélection n'était pas aléatoire. Elle était régie par des mathématiques pures, connues scientifiquement sous le nom de Phaseolus acutifolius, c'est le haricot tepari. Une plante conçue par l'évolution et par une sélection ancestrale extrêmement rigoureuse pour résister à l'impossible. Son génome produit des sucres structuraux aminés spécifiques qui empêchent la dégradation des protéines même lorsque les températures dépassent 47 degrés Celsius. Pratiquement aucune autre légumineuse ne possède cette propriété. Ses feuilles se ferment le jour pour réduire la transpiration jusqu'à 80% et s'ouvrent la nuit, économisant ainsi l'eau à chaque instant. Elle fixe l'azote directement de l'air grâce à des bactéries symbiotiques, régénérant les sols appauvris sans engrais. Et elle apporte jusqu'à 25 grammes de protéines pour 100 grammes de graines sèches, comparable au bœuf, en plein désert. La cosmologie de l'alimentation. Pour les Tohono O'odham, un peuple autochtone d'Arizona et du nord de Sonora, ce haricot transcendait les besoins nutritionnels communs. Il l'appelait Tohono-Bawi et disait que la Voie lactée n'était pas faite d'étoiles, mais de haricots blancs dispersés dans le ciel, une métaphore cosmologique de l'abondance au milieu d'une extrême rareté. La graine était si fondamentale à l'existence qu'elle s'est intégrée à la religion. Des écrits jésuites du XVIe siècle la décrivent comme la nourriture qui permet de vivre là où Dieu ne voulait personne. Le système qui déconseille les ingénieurs modernes. Vers l'an 1000 après JC, les Hohokam, ancêtres directs des Tohono O'odham, ont développé un système agricole qui déconcerte encore les ingénieurs hydrauliciens modernes. Ils semaient des haricots tepari dans les lits asséchés des rivières temporaires appelées arroyos. Des structures rudimentaires, de simples branches entrelacées et de petits barrages de boue permettaient de détourner l'eau lors des pluies de mousson. Ces pluies ne durèrent que quelques heures. Une seule averse suffisait à déclencher tout le cycle de croissance. En 60 jours, la récolte était prête. Parallèlement, les techniques d'irrigation modernes exigent entre 400 et 600 mm d'eau par cycle pour la plupart des cultures. Les haricots, quant à eux, prospèrent avec moins d'un dixième de cette quantité. Dans les régions où les précipitations annuelles sont inférieures à 80 mm, des niveaux impensables pour le soja ou le blé sans irrigation, les haricots ont donné des rendements constants. Dans les années 1920, les agriculteurs Tohono O'odham récoltaient plus de 700 tonnes de céréales par an. Des réseaux commerciaux reliaient l'Arizona, le Sonora mexicain et les Grandes Plaines. Ces aliments permettaient de nourrir des communautés entières durant de longues sécheresses qui duraient plusieurs années. Le secret métabolique redécouvert par la science. Il y avait un détail crucial que la science moderne n'a reconnu que plus tard.
Les populations qui consommaient des haricots tepari comme aliment de base ne présentaient pratiquement aucun diabète de type 2, aucun taux de cholestérol élevé, ni aucun trouble métabolique. Ce n'est pas un hasard. Les haricots contiennent des fibres solubles spécifiques qui ralentissent l'absorption du glucose dans l'intestin. Leur index glycémique est remarquablement bas, à 35, contre plus de 80 pour le pain blanc et 65 pour le riz complet. Des études pharmacologiques récentes ont identifié des flavonoïdes dans les haricots associés à l'inhibition de certains types de cellules cancéreuses. Il ne s'agissait pas seulement de nourriture, c'était une médecine préventive cultivée dans le désert. Nos ancêtres comprenaient, par l'observation transmise de génération en génération, ce que la science moderne prouve aujourd'hui par le séquençage génétique. Le premier coup, la colonisation. Alors pourquoi a-t-elle disparu ? La réponse ne réside pas dans un échec agricole, mais dans une pure question d'idéologie. La première rupture survint au XVIIe siècle avec l'expansion systématique des missions espagnoles. Leur objectif était clairement la conversion religieuse, le contrôle territorial et l'exploitation économique. Les missions jésuites mirent en œuvre une stratégie alimentaire précise. Elles imposèrent le blé, l'orge et le bétail européen. Un peuple qui produit sa propre nourriture est indépendant. Un peuple qui cultive du blé, une culture qui exige un entretien constant, des récoltes synchronisées et une surveillance, a besoin d'être contrôlé. Les populations locales ont été systématiquement contraintes de cultiver des céréales européennes pour payer tribut à l'église. Le haricot tepari, qui poussait librement sans irrigation artificielle ni délimitation formelle, ne correspondait pas au modèle colonial. Des écrits jésuites de 1694 le décrivent comme trop sauvage pour être maîtrisé. Cette phrase résume tout: une plante qui se passe de dépendance ne sert pas les systèmes de pouvoir. Le deuxième coup, la mécanisation. Le second coup dur, potentiellement plus destructeur, est survenu au XXe siècle avec la mécanisation complète de l'agriculture. Les tracteurs et les moissonneuses-batteuses exigent une uniformité absolue. Les haricots mûrissent par étapes. Toutes les gousses ne mûrissent pas en même temps. Une récolte manuelle et minutieuse est donc indispensable. Les gousses s'ouvrent naturellement à maturité, une stratégie de dissémination idéale d'un point de vue évolutif, mais un véritable cauchemar pour les machines. Si vous attendez la moissonneuse-batteuse, vous perdez toute la récolte. Si vous récoltez trop tôt, vous gaspillez la production. Les subventions publiques se sont radicalement orientées vers le maïs, le coton et le soja, des cultures mécanisables qui ont engendré une dépendance vis-à-vis des fournisseurs de semences brevetées. En seulement 2 décennies, une plante qui avait prospéré pendant 5000 ans a quasiment disparu. Le gardien inconscient. Presque. Certaines familles, principalement des femmes âgées Tohono O'odham, refusaient d'oublier. Les semences étaient conservées dans des pots en terre cuite, de vieux coffres, transmis de mère en fille comme des reliques sacrées. Il n'y avait aucune pression économique. Il n'y avait que le souvenir. Il y avait un refus d'oublier. C'était crucial. Lorsque les sécheresses ont commencé à revenir dans les années 1970, il restait encore des semences viables soigneusement conservées. Des chercheurs de l'Université d'Arizona se sont intéressés aux plantes ancestrales qui avaient résisté à des conditions climatiques extrêmes. Et ils l'ont trouvé. Non pas dans des laboratoires de pointe, mais dans des graines apportées par leurs grands-parents qui connaissaient encore la logique ancestrale. La redécouverte que le marché ne voulait pas. Des essais agricoles menés en Arizona et au Mexique ont révélé un phénomène tout à fait surprenant. Le tétra-haricot produit des récoltes abondantes avec moins du tiers de l'eau nécessaire au soja. Contrairement au soja, qui l'appauvrit, il enrichit le sol après la récolte. De plus, il résiste naturellement aux ravageurs qui déciment les légumineuses conventionnelles. Les chiffres étaient irréfutables. Des tests répétés dans 5 pays ont donné les mêmes résultats cohérents. En 1985, la FAO a publié un rapport recommandant le haricot comme culture prioritaire pour la sécurité alimentaire dans les régions arides. Mais un problème insurmontable se posait pour la logique de l'agro-industrie.
Elle ne pouvait être brevetée. Son patrimoine génétique est public, un savoir ancestral. Elle ne nécessitait pas d'engrais coûteux, elle n'engendrait pas de dépendance au renouvellement des semences, elle ne générait pas de profits concentrés, la recommandation fut abandonnée. Les graines furent remises dans les coffres des grands-mères. L'Europe se réveille trop tôt. Aujourd'hui, alors que l'Europe débat de la sécurité alimentaire avec une urgence renouvelée, des centres de recherche en France, en Espagne et en Italie étudient des légumineuses résistantes. Des instituts de Montpellier ont lancé des programmes pilotes pour le haricot tépari. En 2021, la France a semé sa première culture expérimentale en Provence. Elle a poussé, elle a produit sans irrigation d'appoint dans une région historiquement sujette à la sécheresse. Ce n'était pas un sujet à la une, mais ça aurait dû l'être. Reconnaissance tardive. La pandémie de 2020 a mis en lumière la fragilité des chaînes d'approvisionnement mondiales. La perturbation des transports et la fermeture des ports ont entraîné des pénuries dans des régions entières dépendantes des importations, non pas par manque de terre, mais par manque de diversité culturelle. À ce moment-là, les chercheurs ont commencé à se demander « et si nous avions maintenu la diversité ? Et si nous avions préservé des cultures ancestrales résilientes ?» La réponse se trouvait dans l'histoire. Les haricots tépari offraient une résilience dont les cultures modernes sont dépourvues. Ils garantissaient une indépendance vis-à-vis des chaînes d'approvisionnement mondiales. Ils offraient une alimentation riche en nutriments sans dépendre d'intrants extérieurs. Le présent naît du passé. Aujourd'hui, une révolution silencieuse est en marche. Au Mexique, des agriculteurs bio replantent des haricots tépari sur des terres abandonnées. Non par nostalgie, mais par nécessité. La sécheresse revient. Ce qui a toujours fonctionné, fonctionnera toujours. Des centres de conservation des semences en Amérique latine et en Europe gèrent des banques de gènes. L'Organisation internationale pour la diversité biologique l'a classée comme espèce prioritaire pour la sécurité alimentaire dans des scénarios de changement climatique graves. Le savoir ne meurt jamais. La résilience ne se crée pas en laboratoire. Elle naît là où la vie apprend à survivre. Elle naît des générations qui observent, sélectionnent et transmettent le savoir, même lorsque les systèmes politiques et économiques tentent de l'effacer. Et cette graine que les grands-parents Tohono O'odham ont conservée dans des pots en argile de génération en génération nous le rappelle. Elle est toujours là. Elle attend le moment où nous aurons de nouveau besoin d'elle. Et ce moment est plus proche qu'on ne voudrait l'admettre. Les archives sont ouvertes. Le reste dépend de ceux qui savent encore planter ce que leurs ancêtres savaient déjà.